J'ai toujours aimé les endroits isolés, le calme, la solitude, la sensation d'être à des kilomètres de toute personne ou de toute chose. C'est cela qui m'attire chaque été et chaque automne, encore et encore. La plupart de mes escapades se font en solitaire, sauf lorsque j'y vais avec mon chien, Félix. Félix est un grand bâtard, avec un pelage noir et luisant, une poitrine large et une tache blanche amusante sur le cou qui ressemble à une cuillère, d'où son nom, Félix. Nous avons passé d'innombrables nuits sous les étoiles, explorant des lieux qui semblaient intacts par la main de l'homme. Des endroits où je pensais que nous étions les seules âmes vivantes à des kilomètres à la ronde. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon histoire s'est déroulée il y a environ 5 ans, à la fin de l'été. J'avais un week-end libre et je voulais le passer à camper. Je voulais aller quelque part où je n'étais encore jamais allé. Un ami m'avait parlé d'une île au milieu d'un lac, au fond d'un canyon. Il disait que c'était l'endroit idéal pour un week-end tranquille et isolé. Pas de touristes, pas de randonneurs du dimanche. Il en avait entendu parler d'un autre, mais aucun de ses amis n'y était allé. Cela aurait dû me servir d'avertissement, mais j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau. Et Félix ne se souciait pas vraiment de notre destination, tant qu'il y avait de l'eau et des bâtons à poursuivre. J'ai préparé tout mon équipement, vérifié que j'avais assez de nourriture, et je suis parti le vendredi après-midi. Félix était bien sûr déjà installé sur la banquette arrière, la tête hors de la fenêtre et la langue flottant au vent. Le trajet a été simple, quelques heures à travers la campagne jusqu'à ce que j'arrive au début du sentier. Le véritable défi a été la descente dans le canyon. La randonnée jusqu'en bas n'était pas très longue, peut-être 3 kilomètres. Mais le terrain était difficile. Des virages serrés, des pierres glissantes et des rochers pointus, où un faux pas pourrait entraîner une chute dangereuse. Félix, bien sûr, était aux anges, courant devant, flairant chaque buisson et chaque rocher. J'essayais de suivre son rythme quand mon pied a glissé sur le gravier et je me suis foulé la cheville. Je me suis assis et j'ai commencé à jurer doucement. Félix est revenu voir pourquoi je m'étais arrêté. Je savais que ce n'était pas cassé, mais suffisamment tordu pour me ralentir. J'étais à mi-chemin de la descente, et la dernière chose que je voulais, c'était me blesser dans un endroit isolé, sans couverture réseau et seul avec mon chien pour compagnie. J'ai pensé à faire demi-tour, mais j'étais déjà presque arrivé. L'île était si proche que gâcher le voyage ne me semblait pas une option. Alors j'ai serré les dents et j'ai continué, en essayant de ne pas trop solliciter ma cheville douloureuse, descendant le reste du chemin avec précaution. Félix courait devant, indifférent au terrain accidenté, tandis que je boitais comme un idiot. Quand j'ai finalement atteint le fond du canyon, le lac était exactement comme mon ami me l'avait décrit. Petit, mais profond. L'eau était sombre, calme comme un miroir, presque comme dans une peinture. Sous la surface, on pouvait voir de gros poissons, leur forme à peine visible dans l'eau noire. Il n'y avait aucun bruit, pas d'oiseaux, pas de vent, juste le clapotis occasionnel d'un poisson brisant la surface de l'eau. L'endroit semblait ancien, intact, presque comme si le temps l'avait oublié. J'ai déballé un petit bateau gonflable, du genre qu'on utilise pour la pêche, et j'ai passé quelques minutes à le gonfler. Félix attendait patiemment sur la rive, me regardant comme s'il supervisait tout le processus. Une fois le bateau prêt, j'ai chargé l'équipement, et Félix a sauté à sa place habituelle à l'avant, les oreilles dressées et attentives. La traversée du lac était étrange. L'eau était si profonde que je ne pouvais pas voir le fond, seulement un abîme sombre sous nous. De temps en temps, je voyais des bulles d'air remonter à la surface à des endroits aléatoires. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui pouvait bien se trouver au fond. Arriver à l'île n'a pas pris longtemps, elle était à quelques centaines de mètres. Une fois sur la rive, Félix a sauté et a commencé à flairer avec excitation. L'île était exactement comme promis, isolée, calme et magnifique. Elle n'était pas grande, mais suffisamment pour un week-end d'exploration. Les arbres étaient hauts et denses, et le sol était couvert d'une herbe douce qui descendait doucement vers l'eau. Au centre de l'île, il y avait une petite source, comme mon ami l'avait dit. L'eau jaillissait d'une formation rocheuse claire et froide, formant un petit ruisseau qui coulait vers le lac. C'était parfait. Nous avons monté le camp près de la rive, avec vue sur l'eau.
J'ai suspendu une bâche entre deux arbres, étendu mon sac de couchage et allumé un petit feu de camp. Félix courait partout, poursuivant des bâtons et aboyant après les oiseaux qui osèrent s'approcher trop près. Lorsque le camp a été installé et que le feu crépitait agréablement, j'ai décidé de faire un dernier tour de l'île. Bien qu'elle ne soit pas grande, peut-être un peu plus d'1 kilomètre de large, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à son autre extrémité. Une pente raide, menant à un deuxième niveau du terrain. C'était comme un plateau naturel caché à la vue, à moins de savoir où chercher. J'ai essayé de l'escalader, mais ma cheville ne me le permettait pas. À peine arrivé à la moitié, la douleur m'a forcé à faire demi-tour. Félix, quant à lui, se tenait là, fixant la falaise et aboyant de temps en temps, le poil hérissé. Je pensais qu'il avait probablement senti un animal, un écureuil ou un raton laveur. Mais je dois admettre que son comportement m'a mis mal à l'aise. Il n'était pas simplement excité, il semblait tendu, comme s'il était sur le point d'exploser. J'ai essayé de l'appeler, mais il est resté là encore un moment, regardant la crête de la colline et grondant doucement. Finalement, nous sommes retournés au camp, et j'ai passé le reste de l'après-midi à pêcher depuis la rive. Les poissons semblaient presque sauter dans mes mains, je n'ai eu aucun problème à en attraper quelques-uns pour le dîner. Alors que le soleil commençait à se coucher, je les ai grillés sur le feu et Félix s'est assis à côté de moi, attendant impatiemment sa part. Ma cheville était maintenant sérieusement enflée, mais la douleur était supportable. J'ai pensé qu'une bonne nuit de sommeil aiderait. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruissement, juste à la limite de la lumière du feu, près des arbres. Au début, j'ai pensé que c'était le vent, ou peut-être un chevreuil, passant à travers les buissons. Mais plus j'écoutais, plus je réalisais que ce son était trop conscient, trop intentionnel. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui nous observait. Les oreilles de Félix se sont dressées, et il s'est mis debout, émettant un grondement bas. J'ai attrapé ma lampe torche et j'ai dirigé le faisceau vers l'endroit d'où venaient les sons, balayant la zone du regard. Je n'ai rien vu, seulement les arbres se balançant doucement sous la brise du soir. Et puis je les ai vus, 2 yeux brillants me fixant depuis l'obscurité. Ils ont cligné lentement, et je me suis figé, mon cœur battant comme un tambour. Les yeux étaient bas, trop bas pour être ceux d'un chevreuil ou même d'un loup. Ils ne bougeaient pas, ne faisaient que cligner de temps en temps, reflétant la lumière de ma lampe. Félix a commencé à devenir fou. Il aboyait et se débattait à l'extrémité de sa corde, mais ses yeux sont restés immobiles, toujours à nous regarder. J'ai crié et jeté une pierre, essayant de faire fuir ce que c'était, mais cela n'a pas bougé. Les yeux ont de nouveau cligné, puis, sans avertissement, ils se sont élancés vers le haut. En un clin d'œil, la créature s'est hissée dans un arbre avec une rapidité et une grâce inhumaines. J'ai regardé, totalement incrédule, alors que cette chose se perchait à 6 mètres de hauteur, maintenant nous observant depuis une branche. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Cela ne faisait aucun bruit, ne bougeait pas, se contentait de nous regarder d'en haut. Était-ce un chat, un hibou ou un autre animal sauvage que je n'avais jamais vu? Mais rien de ce que je connaissais ne se déplaçait de cette façon. Rien ne grimpait aux arbres si silencieusement, si facilement. Après ce qui m'a semblé une éternité, cette chose a simplement disparu. Un instant, elle était là. Et l'instant d'après, elle s'était totalement évaporée dans la cime des arbres, sans laisser de traces. Je me suis tenu là, la lampe torche à la main, scrutant les sommets des arbres, mais elle n'était plus là. J'ai essayé de calmer Félix, mais il était dans une frénésie, tournant en rond, aboyant et tirant sur la laisse, comme s'il voulait poursuivre cette chose. Finalement, j'ai dû l'attacher à un arbre pour l'empêcher de courir dans l'obscurité. Je me répétais que ce n'était qu'un animal, un gros hibou ou quelque chose que je ne connaissais tout simplement pas. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose de mal, quelque chose d'étrangement anormal à cet endroit. Cette nuit-là, je me suis glissé dans la tente, avec Félix blotti à côté de moi. J'ai maintenu le feu à un niveau bas, sa lueur vacillante sur les parois de la tente, et je suis resté là essayant de m'endormir. Mais je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que quelque chose ou quelqu'un était encore là, toujours en train de nous observer.
Et puis j'ai vu une ombre bouger à l'extérieur de la tente projetée par la lumière du feu. Ce n'était pas un animal cette fois. C'était grand, humanoïde, se glissant lentement autour du camp. J'ai retenu mon souffle et écouté des pas, mais il n'y avait rien. Juste le doux crépitement du feu et le son de mon cœur battant à mes oreilles. L'ombre s'est arrêtée un moment, comme si elle regardait directement la tente, puis elle a disparu dans l'obscurité sans un bruit. Je voulais croire que ce n'était que mon imagination, que l'obscurité et l'isolement me jouaient en détour, mais je savais que ce n'était pas une illusion. J'ai serré Félix plus fort, sentant la chaleur de son corps contre le mien, et j'ai simplement attendu l'aube. Quand le matin est enfin arrivé, je n'ai pas perdu de temps. J'ai démonté le camp en un temps record, à peine en m'arrêtant pour manger. Félix semblait tout aussi désireux de quitter cet endroit, son énergie habituelle remplacée par une tension nerveuse. Alors que nous traversions à nouveau le lac, j'ai regardé derrière moi en direction de l'île, m'attendant à voir quelque chose nous observer depuis la rive. Mais les arbres étaient immobiles. L'île était silencieuse, comme si rien ne s'était jamais passé. Je n'ai jamais raconté à mon ami ce qui s'était passé cette nuit-là, ni ce que j'avais vu. Je ne voulais pas passer pour un fou, et je ne suis jamais retourné sur cette île. J'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour m'éloigner de tout, du travail, de la vie quotidienne et des gens. J'avais besoin de respirer, de me couper du monde pendant un moment. Il y a un endroit en particulier qui m'apporte toujours la paix, un petit coin de paradis caché au bord d'une rivière que peu de gens connaissent. Je savais que ce serait l'endroit parfait pour profiter de la solitude dont j'avais tant besoin. Le calme, la tranquillité, rien que moi et la nature. En pleine semaine, c'était le moment idéal. Pas de touristes, pas de foule du week-end. Juste moi, la forêt et la rivière. J'ai pris mes affaires, je les ai mises dans ma Subaru, j'ai fait mes bagages pour quelques jours et je suis parti en route. Le voyage en soi était paisible, presque méditatif. Les routes sinueuses m'amenaient de plus en plus profondément dans la forêt, et plus j'avançais, plus je sentais le stress quotidien et la tension quitter mon corps. C'était comme si je me défaisais d'une vieille peau. Plus je me rapprochais de la forêt, plus je me sentais libre. À mon arrivée, j'ai constaté que le parking près du sentier était complètement vide, exactement ce que je voulais. Pas d'autres personnes, pas de bruit de civilisation, seulement la nature. J'ai choisi un endroit tranquille et isolé pour installer mon campement, non loin de la rivière. Installer le camp était une routine. J'ai monté la tente, déroulé mon sac de couchage et préparé le feu de camp. Tout comme d'habitude. Cette fois-ci, pour changer, j'avais emporté ma guitare, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je voulais simplement m'asseoir, jouer un peu et laisser mes pensées vagabonder librement. Assis près du feu, je grattais des accords paresseux, écoutant le doux murmure des feuilles, le gargouillement lointain de la rivière et les chants occasionnels des oiseaux. Le silence de la forêt était envoûtant, il m'absorbait totalement. Le temps semblait avoir cessé d'exister. Cependant, à quelques reprises, un bruit étrange m'interrompit, quelque chose qui ressemblait à des applaudissements. C'était faible, lointain, venant apparemment du fond de la forêt. Au début, j'ai pensé que c'était un écho de quelque chose qui se passait plus loin, hors de ma vue. Parfois, des randonneurs passent dans cette région, alors quelqu'un pouvait bien être là. Mais aujourd'hui, je n'avais croisé personne. Malgré tout, je me disais que ce devait être un simple écho apporté par le vent. Cela pouvait être n'importe quoi, peut-être un animal qui avait accidentellement émis ce bruit, ou un oiseau qui passait au loin. À mesure que la nuit tombait, la forêt commençait à se refermer autour de moi. Le crépuscule dans la forêt a toujours eu quelque chose de magique, mais aussi de mystérieux. Les arbres, qui en journée semblaient calmes et accueillants, semblaient maintenant grandir en force, devenant des gardiens silencieux de l'obscurité. Le feu crépitait, et les flammes projetèrent des ombres vacillantes sur les arbres. Je préparais quelques saucisses à griller pour le dîner, savourant ce luxe simple. C'est alors que j'entendis de nouveau ces applaudissements, faibles, mais cette fois plus persistants. On aurait dit que quelqu'un battait des mains au loin, à contre-courant du silence qui entourait mon campement.
Ce bruit irritait mes sens, m'empêchant de me détendre complètement. C'était agaçant, mais pas suffisamment pour que je me sente en danger. J'ai repoussé ces pensées comme étant des créations de mon imagination, peut-être le vent ou des animaux sauvages courant quelque part dans les buissons. Je voulais juste me détendre et laisser la fatigue de la journée m'envahir. Je m'endormis rapidement, sentant encore la chaleur du feu à côté de moi. J'ai dormi profondément toute la nuit jusqu'au matin lorsque j'ai découvert quelque chose qui me glaça le sang. En sortant de la tente, je m'étirais et me préparais à faire du café et à préparer le petit déjeuner, mais je remarquai immédiatement quelque chose qui me mit mal à l'aise. Les portes de ma voiture étaient grandes ouvertes. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je savais que je ne les avais pas laissées ouvertes. Je verrouille toujours les portes, surtout quand je campe seul. Quelque chose n'allait pas. Je m'approchais de la voiture pour voir si quelque chose avait disparu. L'intérieur semblait intact, rien ne manquait, du moins à première vue. Pourtant, ce sentiment que quelqu'un avait été dans mon camp, qu'on avait envahi mon espace, était insupportable. Un frisson parcourut mon dos. J'ai essayé d'ignorer cette sensation. J'ai refermé les portes en m'assurant qu'elles étaient bien verrouillées cette fois. Et je retournai à mes plans pour la journée. J'ai pris mon petit déjeuner, nettoyé un peu le campement, puis préparé mon sac pour une randonnée d'une journée. Je savais qu'il y avait un magnifique sentier qui longeait une crête et offrait une vue spectaculaire sur la rivière et les montagnes environnantes. J'étais déterminé à profiter de cette journée, malgré le malaise que j'avais ressenti le matin. En marchant à travers la forêt, le calme commença à agir de nouveau sur moi. Le silence, le doux bruissement des feuilles et le vent qui apportait un sentiment d'harmonie avec la nature. Tout semblait redevenir normal. Cependant, après environ 2 kilomètres, quelque chose d'étrange se produisit. J'entendis un bruit qui ressemblait à un sifflement. C'était faible, à peine audible, mais nettement différent des sons habituels de la forêt. Il y avait quelque chose de troublant, comme si quelqu'un essayait d'attirer mon attention, bien que de très loin. Je m'arrêtai plusieurs fois, regardant autour de moi, m'attendant à voir un randonneur, peut-être un groupe d'enfants faisant des blagues. Mais il n'y avait personne, rien que des arbres, grands, immobiles, formant un mur tout autour de moi. Le sifflement se répétait comme si le vent lui-même chantait dans les cimes des arbres. Ce bruit étrange continuait de me déranger, me laissant une sensation désagréable que je n'arrivais pas à chasser. Finalement, je haussai les épaules et continuai ma marche, refusant de laisser un bruit aléatoire gâcher toute ma randonnée. En revenant au camp, il était déjà tard dans l'après-midi et la lumière commençait à faiblir. C'est alors que je le vis de nouveau. Les portes de ma voiture étaient grandes ouvertes. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. À l'intérieur de la voiture, je remarquai que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Quelques objets sur la banquette arrière avaient été éparpillés, et plusieurs petites choses, comme un livre et une lampe de poche, étaient tombées par terre à côté de la voiture. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Cette sensation effrayante que quelqu'un avait réellement été ici, à fouiller dans mes affaires, me frappa de plein fouet. Quelqu'un avait dû venir dans mon camp, mais je n'avais aucune idée de quand c'était arrivé, ni à quelle distance cette personne avait pu s'approcher de moi. Je sentis la panique monter en moi, mais il était déjà trop tard pour tout emballer et quitter les lieux. La nuit approchait, et je savais que je devais tenir jusqu'au matin. J'ai construit un grand feu, bien plus grand que d'habitude. Je restais assis près des flammes, les yeux rivés sur la forêt sombre autour de moi. Rien ne bougeait, mais ce sentiment que quelqu'un était là, qu'on m'observait, ne me quittait pas un seul instant. C'était une sensation oppressante, presque suffocante. C'est ce genre de sensation que vous ressentez lorsque vous savez que vous n'êtes pas seul, mais que vous ne voyez pas qui est près de vous. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise en restant près du feu, jusqu'à ce que mes yeux commencent à se fermer d'eux-mêmes. Je luttais contre la somnolence, mais la fatigue finit par l'emporter, et je me forçais à aller dans ma tente, en espérant que la nuit se passerait tranquillement. Le matin suivant m'accueillit avec une bouffée d'air frais et froid, et le ciel était dégagé. À ma grande satisfaction, les portes de la voiture étaient restées fermées cette fois.
J'ai pris cela comme un signe que tout rentrait dans l'ordre. Je me suis fait un café, pris un bon petit déjeuner et préparé pour une journée de détente. J'avais pris mon maillot de bain et une serviette, car je comptais aller me baigner et profiter des sources chaudes à proximité. L'endroit pour nager n'était pas loin du camp. Juste une courte promenade. En m'y rendant, je croisai un couple qui quittait les lieux. Nous nous sommes salués d'un signe de la main, et je ressentis un certain soulagement en croisant d'autres personnes. Cela me fit réaliser que je n'étais pas complètement seul dans cette nature sauvage. Maintenant, toute la crique m'appartenait. L'eau était cristalline, et les rayons du soleil se filtraient à travers les arbres, créant des traînées dorées à la surface. Le murmure de la rivière était incroyablement apaisant. J'étalai ma serviette et mon livre sur un rocher plat, puis plongeai mes doigts dans l'eau fraîche. Elle était si agréable que je ne pus résister. Je sautai dans l'eau, et le choc de la fraîcheur fut revigorant. Pendant la prochaine heure, je nageais paresseusement d'un bout à l'autre, flottant sur le dos et contemplant le ciel bleu. Je venais de terminer un autre tour lorsqu'il apparut. D'abord, il n'était qu'une silhouette sur le sentier, une forme se déplaçant entre les arbres. Mais à mesure qu'il s'approchait, plus de détails émergèrent de l'ombre. C'était un homme, habillé de vêtements vieux et usés. Rien qui ne convienne à une randonnée ou à un camping. Ses chaussures étaient élimées, couvertes de boue, et sa chemise pendait sur lui comme un chiffon. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui m'inquiétaient, c'était sa peau. Tout son corps était couvert de terribles brûlures ou de cicatrices, rouges et brillantes, comme de la cire fondue. Son visage, du moins ce que je pouvais en voir à distance, était déformé, rempli de cratères et de tissus cicatriciels. Ses yeux étaient 2 trous sombres, fixés droit sur moi. Et sa bouche? Elle n'existait pas. À la place, ses dents étaient exposées, formant un rictus effrayant. J'essayais de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je lui lançai un bonjour nerveux, auquel il ne répondit pas. L'homme s'approcha du bord de l'eau, s'assit sur une pierre et se contenta de me regarder fixement. J'essayais à nouveau. Je lui demandai s'il campait dans les environs. Cette fois, il secoua la tête, mais ne prononça toujours aucun mot. Mes pensées s'emballaient. Je tentais de réfléchir à ce que je devais faire. J'étais complètement seul, loin de mon camp, et cet homme, ou cette chose, se contentait de s'asseoir là et de m'observer. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, et le sentiment d'inconfort grandissait à chaque seconde. La manière dont il me fixait, sans aucune expression, me donnait des frissons. Je sentais l'adrénaline commencer à couler dans mes veines. Mon cœur battait de plus en plus vite, et chaque muscle de mon corps me criait de fuir. Je savais que je devais quitter cet endroit, et vite. Je commençais lentement, en essayant de ne pas faire de mouvements brusques, à nager vers la rive où étaient mes affaires. Je ne voulais pas lui montrer à quel point j'étais terrifié, car j'espérais qu'il m'ignorerait simplement et me laisserait partir. Mais avant que je n'atteigne le rivage, il se leva. Ses mouvements étaient lents, presque mécaniques, comme s'il ne se pressait pas du tout. Je posai les pieds sur le fond de l'eau, essayant d'accélérer, mais il marchait déjà vers mes affaires. Il ne disait toujours rien, ne réagissait pas à ma présence, avançant droit vers ma pile de vêtements. Je retins mon souffle en le regardant s'accroupir à côté de mes affaires. Il les regarda un moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il voulait faire. Puis, sans hésitation, il commença à fouiller dans mes affaires, comme si c'était les siennes. Ses mains, couvertes de cicatrices rouges et brillantes, fouillaient mes affaires avec une précision étonnante. Ses doigts déformés feuilletaient les pages de mon livre, soulevaient ma serviette, même fouillaient dans mes vêtements, comme s'il cherchait quelque chose en particulier. Je voulais dire quelque chose, lui crier d'arrêter, mais la peur me serrait la gorge. Je ne m'étais jamais senti aussi impuissant de ma vie. J'essayais de rassembler assez de courage pour l'arrêter, mais dans ma tête, les pensées ne faisaient que se bousculer, imaginant ce qui pourrait arriver si je le mettais en colère. Finalement, je parvins à articuler quelques mots, lui disant d'arrêter. Ma voix était faible, à peine audible, comme si la peur en avait aspiré toute la force. Mais il ne réagit même pas. Il m'ignorait comme si je n'étais même pas là.
Ses doigts cicatrisés soulevèrent mon sous-vêtement, le tenant un moment comme si c'était un trophée. Il le regarda un instant, puis le jeta de côté, comme si cela n'avait plus d'importance pour lui. Cela me terrifia encore plus. Je commençai à nager plus vite, essayant de rejoindre le rivage aussi rapidement que possible. L'eau, qui auparavant était un endroit de détente pour moi, était devenue mon ennemi. J'avais l'impression qu'elle m'aspirait, me ralentissait, m'empêchait de fuir. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, et chaque seconde semblait durer une éternité. Pendant ce temps, il ramassa de nouveau mon livre, cette fois en me le tendant, comme s'il voulait me dire quelque chose. Son visage déformé se tordit en ce qui pouvait être un sourire, si on pouvait l'appeler ainsi. Ses lèvres brûlées, déformées, laissèrent apparaître ses dents qui brillaient au soleil. Ce visage avait un aspect tellement effrayant que rien qu'en le regardant, j'avais l'impression que mes entrailles se contractaient. « Je l'ai », grogna-t-il, et sa voix ressemblait à des pierres se frottant l'une contre l'autre. C'était rauque, comme si elle passait difficilement à travers sa gorge. J'étais paralysé de peur, mais je me fichais qu'il prenne mon livre. Tout ce que je voulais, c'était qu'il disparaisse, qu'il parte. Peu importait ce qu'il emportait avec lui, tant qu'il arrêtait de fouiller dans mes affaires et de me fixer ainsi. « Bien sûr », répondis-je, essayant de garder ma voix ferme, bien que cela fût difficile. « Prends-le, c'est un bon livre. » J'essayais d'être aimable, comme si cela pouvait calmer la situation. J'étais désespéré, prêt à faire n'importe quoi pour qu'il parte. C'était un moment absurde où je lui vendais mon livre, comme si cela pouvait apaiser les tensions entre nous. J'étais certain qu'il ne trouverait pas de problème à le prendre si cela pouvait me libérer de lui. Il hocha la tête, glissa le livre dans son pantalon et sans un mot se retourna et disparut lentement entre les arbres. Je le regardais s'éloigner dans la forêt, mais je ne voulais pas savoir où il allait. J'avais trop peur de regarder dans sa direction, de peur que mon regard le ramène vers moi. À ce moment-là, je sentis l'adrénaline redescendre et la peur céda la place à une panique pure. J'attrapai rapidement mes affaires, m'habillai aussi vite que possible et courus vers le campement. Je ne me souciais pas de savoir si quelqu'un me verrait ou non. Je voulais juste m'éloigner le plus possible de cet endroit, de cette figure terrifiante. En revenant au camp, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'étais seul, mais je sentais encore son regard sur moi, comme si quelque part dans la forêt, ses yeux me suivaient toujours. Je commençais à rassembler toutes mes affaires aussi vite que possible. Je les entassais dans la voiture sans me soucier de l'ordre, et je démarrais. Tout ce qui comptait, c'était de partir d'ici aussi vite que possible. Je mis le moteur en marche et partis sans me retourner. Le trajet de retour fut pour moi une grande fuite. À chaque kilomètre, je sentais la tension diminuer, mais j'avais toujours l'impression que ses yeux me regardaient encore. Même une fois arrivé chez moi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de son visage déformé et de ses yeux sombres qui semblèrent me suivre. Ce soir-là, j'ai quitté le camp et je me suis promis de ne jamais revenir à cette crique. Je ne sais toujours pas qui était cet homme, ni ce qu'il voulait de moi. Mais je suis convaincu d'avoir eu beaucoup de chance de m'en sortir. Chaque souvenir de cette journée me donne des frissons, et le visage de cet homme hante encore mes rêves. J'étais à un pas de quelque chose d'inconnu, quelque chose qui aurait pu se terminer bien pire. Chaque jour, je me dis que cette rencontre aurait pu avoir une issue tragique, mais je n'ai aucune intention de découvrir ce qui aurait pu se passer. L'idée de passer un week-end paisible dans la forêt me hantait depuis des semaines. Le travail était une véritable folie, et la perspective de m'évader dans la nature, loin du tumulte incessant de la vie urbaine, était la seule chose qui me permettait de garder un semblant de raison. C'était la fin de l'été, vers la fin du mois d'août, et je savais que les emplacements de camping habituels seraient remplis de touristes du week-end, des familles, des enfants bruyants, des couples essayant de raviver leur amour, ainsi que des groupes d'étudiants écoutant de la musique forte et racontant lequel d'entre eux avait attrapé le plus gros poisson qu'ils n'avaient jamais attrapé. Je n'avais aucune envie de cela. J'avais vraiment besoin d'un isolement total, ce genre de silence où l'on n'entend que le vent bruissant dans les cimes des arbres et où le crépitement du feu de camp serait le seul son accompagnant mes pensées.
C'est alors que j'ai commencé à chercher des lieux hors des sentiers battus. J'ai passé quelques jours à consulter de vieilles cartes et des blogs rédigés par des randonneurs expérimentés. Finalement, j'ai trouvé l'endroit idéal dans les montagnes des Laurentides. Cela demandait une petite randonnée, mais promettait une solitude absolue. La région n'était pas très fréquentée, et à en juger par les avis sur Internet, peu de gens savaient même qu'elle existait. C'était parfait. Après le travail, ce vendredi-là, j'ai chargé ma voiture avec tout le nécessaire. Tente, sac de couchage, ma fidèle canne à pêche, assez de nourriture pour le week-end et bien sûr quelques bons livres. Le trajet n'était pas long, juste quelques heures de route depuis chez moi, mais lorsque j'ai quitté la route principale pour un chemin de gravier qui devait me rapprocher du début du sentier, le soleil était déjà bas dans le ciel, projetant une lueur dorée sur la forêt dense. J'ai garé la voiture, sécurisé mon équipement et mis mon sac à dos sur les épaules. Le sentier a commencé innocemment, un chemin étroit serpentant à travers les arbres. Après à peine 1,5 kilomètre, il est devenu évident que cet endroit n'était pas souvent visité. La végétation était dense, des branches et des lianes se croisaient sur le sentier, et ce dernier a rapidement disparu, devenant à peine une suggestion. Pas de traces de pas, pas de marques de pneus de vélo de montagne. C'était comme si j'étais la première personne à y poser le pied depuis des années. Pendant un moment, j'ai hésité. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. Mais j'ai rapidement écarté cette pensée. Après tout, c'était exactement ce que je voulais. Un isolement complet, non? De plus, j'étais déjà à plusieurs kilomètres dans la forêt, et la rivière n'était pas loin. J'ai continué à avancer, n'entendant que le bruit rythmique de mes pas écrasant le tapis de feuilles mortes et les chants occasionnels des oiseaux autour de moi. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche à travers cette forêt dense, j'ai enfin atteint la rivière. Son doux murmure était apaisant, et l'air frais venant de l'eau était une agréable pause après cette longue marche. Mais ce n'était pas encore l'endroit où je voulais établir mon campement. D'après mes recherches, un peu plus en amont, il y avait un endroit encore meilleur, une anse naturelle, idéale pour un week-end de camping. Alors que je me préparais à traverser la rivière, quelque chose attira mon attention. Une petite embarcation, ou du moins quelque chose qui y ressemblait, attachée à une souche d'arbre sur la rive. Ce n'était rien de plus qu'un assemblage de vieilles bûches et de morceaux de métal, liés par une sorte de corde. Très rudimentaire, comme quelque chose qu'un enfant pourrait construire dans son jardin. Pendant un moment, je l'ai regardé, essayant d'imaginer qui aurait pu faire cela, mais plus je regardais, plus je me sentais mal à l'aise. C'était définitivement hors de place et étrange, mais pas suffisamment pour que je fasse demi-tour immédiatement. Je me suis dit que c'était probablement un vieux projet de scout, oublié depuis longtemps. Avec cette pensée en tête, j'ai continué mon chemin. Après 1 heure de marche supplémentaire, j'ai enfin atteint l'endroit où je voulais installer mon campement. C'était exactement comme je l'imaginais, un terrain plat juste au bord de la rivière, avec suffisamment d'espace pour un feu de camp et une multitude d'arbres autour, où je pouvais accrocher mon hamac. Le soleil commençait déjà à se coucher, mais il me restait assez de lumière pour monter mon campement et allumer un feu. Dans l'après-midi, j'ai pêché et attrapé suffisamment de poissons pour un dîner au feu de camp. Ensuite, je me suis aventuré pour une courte promenade afin d'explorer les environs. Les paysages étaient époustouflants, des collines ondulantes et de hauts arbres s'étendant à perte de vue. Plus haut, près du sommet de l'une des plus grandes collines, il m'a semblé apercevoir l'entrée d'une grotte, à peine visible entre les rochers déchiquetés. J'ai pris mentalement note d'y jeter un œil demain, mais pour l'instant, je voulais juste m'asseoir près du feu, savourer mon repas et profiter du silence de la forêt qui m'entourait. Mais une fois la nuit tombée, la forêt a changé. C'est drôle comme l'obscurité peut transformer notre perception des choses. La forêt, qui semblait paisible et accueillante pendant la journée, commençait maintenant à se refermer autour de moi. Les arbres se dressaient au-dessus de moi comme des gardiens silencieux. Le feu était ma seule source de lumière, sa lueur vacillante peinant à percer l'obscurité dense et oppressante. Les montagnes et l'épais couvert forestier au-dessus de ma tête cachaient les étoiles et la lune,
me laissant dans ce qui ressemblait à un abîme de noirceur. Même la rivière, qui brillait et scintillait sous le soleil, semblait avoir perdu son éclat. L'eau absorbait chaque rayon de lumière qui osait toucher sa surface. Je suis resté assis près du feu pendant des heures, ajoutant de nouvelles bûches pour maintenir les flammes vives, réticent à laisser le feu s'éteindre. Le silence était trop complet, trop pesant, comme si la nuit avait englouti le monde entier. Finalement, cependant, la fatigue de toute la journée de marche m'a rattrapé. J'ai accroché mon hamac à seulement quelques pas du feu, convaincu qu'être en hauteur me protégerait des animaux errants. De plus, j'avais un couteau avec moi, et d'après ce que je savais, il n'y avait pas d'ours dans cette région, du moins aucun dont j'aurais entendu parler. Je me suis endormi en ressentant encore la chaleur du feu, dont la lueur vacillait au loin. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, entendant un léger bruissement. Mon esprit était encore embrumé par le sommeil, et il m'a fallu un moment pour réaliser ce que j'entendais vraiment. Quelque chose se déplaçait autour de mon campement. J'ai légèrement levé la tête, regardant par-dessus le bord du hamac. Là, près du feu qui s'éteignait lentement, quelque chose de petit bougeait dans les ombres. Au début, j'ai pensé que c'était juste un raton laveur ou une belette cherchant des restes de nourriture. J'avais déjà croisé de nombreux animaux de ce genre, donc je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Je me suis dit que si je n'avais pas laissé de nourriture à l'air libre, il finirait par partir. Mais ensuite, mon hamac a bougé. Pas violemment, mais suffisamment pour qu'il commence à se balancer légèrement dans les airs. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être l'animal s'était d'une manière ou d'une autre emmêlé dans les sangles du hamac, ce qui avait provoqué son mouvement. J'ai essayé de rester calme, en analysant toutes les possibilités, mais plus j'écoutais, plus je réalisais que ce n'était pas ça. Ce bruissement continuait, se rapprochant maintenant du feu. Quoi que ce soit qui ait fait bouger mon hamac, ça l'avait lâché, mais ne s'était pas éloigné. C'est alors que j'ai entendu ce son, distinct, bien que à peine audible, comme si quelqu'un avait raclé sa gorge doucement. C'était faible, à peine au-dessus d'un murmure, mais sans aucun doute humain. Quelqu'un était dans mon campement. Quelqu'un se tenait à côté de mon hamac, assez près pour me toucher, et je ne l'avais même pas remarqué. Mon premier réflexe a été de sauter du hamac et de m'enfuir, mais je me suis retenu. Si qui que ce soit avait de mauvaises intentions, ils auraient pu les mettre à exécution plus tôt, s'ils l'avaient en voulu. Le feu était presque éteint, projetant juste assez de lumière pour que je puisse distinguer la forme vague d'une silhouette se déplaçant près de la rivière. Lentement, je me suis penché hors du hamac, essayant de mieux voir. Mon cœur battait à mes tempes et mon souffle était court. La silhouette s'est approchée de l'eau. Je l'ai observé se pencher et pousser quelque chose dans la rivière. Un radeau de fortune, presque identique à celui que j'avais vu plus tôt dans la journée. La silhouette est montée sur le radeau, puis, d'un mouvement léger, a commencé à dériver en aval, restant immobile alors qu'elle s'éloignait. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas, jusqu'à ce que cette silhouette disparaisse de mon champ de vision, avalée par l'obscurité. Je dirais qu'il m'a fallu 1 minute entière pour rassembler le courage de sortir du hamac. Mes jambes tremblaient et mon esprit s'emballait. J'ai attrapé ma lampe torche et l'ai allumée, et le faisceau a tranché la nuit comme une ligne de sauvetage. J'ai éclairé le campement, et c'est là que je les ai vus. Des empreintes de pieds nus, aussi nettes que possible, menant de la rivière à mon hamac et revenant. Qui que ce soit, il ne portait pas de chaussures. Je savais que je devais partir. Il n'était pas question de passer une autre nuit ici, pas avec cette idée en tête que quelqu'un, un inconnu, rôdait dans la forêt. Mais l'idée même de revenir à travers l'obscurité, avec seulement ma lampe torche, était encore plus effrayante. J'ai passé le reste de la nuit près du feu, ajoutant des bûches jusqu'à ce que les flammes soient suffisamment grandes pour dissuader quoi que ce soit qui pouvait rôder dans les parages. J'ai allumé toutes les lumières que j'avais, lanterne, lampe frontale, jusqu'à ce que mon campement brille comme un phare. Je n'ai pas dormi.
Je ne pouvais pas. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles faisait repartir mon cœur à toute vitesse. Quand l'aube est enfin arrivée, je me suis emballé aussi vite que possible. Et c'est là que j'ai remarqué que ma glacière avait disparu avec la plupart de ma nourriture. Mais cela était vraiment le moindre de mes soucis. J'ai fouillé le terrain une dernière fois et c'est alors que j'ai vu plus d'empreintes. Ces traces de pieds nus étaient partout, partout. En retournant par le même chemin que j'avais emprunté à l'aller, ces empreintes m'ont accompagné presque tout le long, même lorsque j'étais déjà sur le sentier principal, loin de l'endroit où j'avais établi mon camp. Et cette scène de la nuit précédente continuait à se rejouer dans ma tête, ces petits pieds nus imprimés dans la terre meuble, se déplaçant silencieusement à travers la forêt. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'être observé, même après avoir laissé la rivière loin derrière moi. Le chemin du retour semblait plus long qu'il n'aurait dû. Chaque pas était lourd d'inquiétude. Je me retournais sans cesse, m'attendant à voir une silhouette, debout dans l'ombre, me regardant depuis les profondeurs de la forêt. Mais la forêt est restée vide, silencieuse, tout comme la nuit précédente. Trop silencieuse. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement dans les fourrés, comme si toute la forêt retenait son souffle, attendant quelque chose, attendant que je parte. Lorsque j'ai enfin dépassé la lisière des arbres et atteint ma voiture, j'ai senti un poids tomber de ma poitrine. J'ai jeté mon équipement dans le coffre, sans me soucier de la manière dont il était rangé, et j'ai immédiatement sauté sur le siège du conducteur. Le moteur a rugi, et en partant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La forêt était là, grande et sombre, comme un mur d'ombre que je laissais derrière moi. Même si j'essayais de me convaincre que j'étais enfin en sécurité, cette sensation troublante ne m'a pas quitté. Le chemin du retour a été une véritable brume. Mon esprit tourbillonnait de questions sans réponse. Qui était cette personne qui était apparue dans mon campement? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé, ni révélé son identité? Pourquoi avait-elle tiré sur mon hamac et rôdé autour du camp en pleine nuit? Et ce radeau? Pourquoi quelqu'un dérivait-il sur la rivière en pleine nuit, sur un radeau de fortune, sans lumière ni direction apparente? Tout cela était trop étrange, trop surréaliste. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé de rationaliser cette expérience, me persuadant qu'il s'agissait d'un ermite, d'un solitaire vivant loin de la civilisation, récoltant des provisions dans les campings. Peut-être avait-il vu le feu de camp de loin et était simplement venu vérifier ce qui se passait. Peut-être n'avait-il pas de mauvaises intentions. Peut-être était-ce juste un randonneur inoffensif, tombé par hasard sur mon camp. Mais plus j'y pensais, moins cela avait de sens. Pourquoi n'a-t-il pas dit un mot? Pourquoi n'a-t-il pris que ma glacière et ma nourriture? Et ce raclement de gorge, c'était presque délibéré, intentionnel, comme s'il voulait que je sache qu'il était là, mais sans que je sache qui il était. J'ai décidé de faire quelques recherches de mon côté, cherchant de vieilles légendes et histoires sur les Laurentides, essayant de trouver quoi que ce soit qui pourrait expliquer ce que j'avais vu cette nuit-là. C'est alors que je suis tombé sur plusieurs récits parlant des gens des collines. Il s'agissait de groupes ou d'individus vivant profondément dans les montagnes, loin de la civilisation. Certaines histoires étaient anciennes, transmises de génération en génération. Des récits sur des montagnards évitant la société, vivant de ce que la nature leur offrait, dans une quasi-isolement total. D'autres étaient plus contemporaines, des rapports de rencontres étranges, de disparitions de randonneurs, de visions de figures mystérieuses dans les bois, qui disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient. Bien sûr, tout cela relevait du folklore local, des légendes destinées à effrayer les touristes et à expliquer les disparitions occasionnelles, inexplicables. Mais après ce que j'avais vécu, je n'étais plus aussi prompte à les écarter. L'idée que des gens, si on peut encore les appeler ainsi, vivaient là-bas, profondément dans la nature, invisibles, inconnus. Peut-être que c'était eux que j'avais rencontrés, peut-être que ce n'était pas que des histoires. Depuis cette expérience, je ne suis jamais retourné dans cette partie des Laurentides. En réalité, j'ai complètement évité de camper dans la nature sauvage.
Maintenant, l'idée de m'éloigner autant de la civilisation, d'être aussi isolé, ne me semble plus aussi attirante. J'aime toujours la nature, mais je reste désormais sur les sentiers plus fréquentés, ces campings où l'on peut entendre au loin le bruit des voitures ou les conversations des autres campeurs. Ce n'est sûrement pas aussi paisible, mais au moins, je sais que je ne suis pas seul. Je me souviens de cette nuit d'été comme si c'était hier. C'était l'un de ces moments qui vous marquent à jamais, vous obligeant à regarder le monde différemment, même si ce n'est qu'un léger changement. J'avais quoi, 15 ans à l'époque? Oui, cela devait être juste avant ma 2e année au lycée. Ces jours paresseux où le temps semblait s'étirer à l'infini, où la chaleur était presque insupportable et où tout avançait lentement, comme si le monde n'avait nulle part où se précipiter. L'herbe derrière la maison était desséchée par le soleil, jaunie et sèche, et la forêt, qui avait toujours été là, semblait s'étendre haute et sombre, se tenant comme une muraille impénétrable juste derrière la clairière où s'arrêtait notre cour. Cette forêt avait quelque chose de fascinant et d'effrayant à la fois. Elle était toujours silencieuse, presque intimidante dans son immobilité, mais en même temps familière. Bien qu'elle soit un peu inquiétante, je savais que je la maîtrisais, que c'était un endroit que je connaissais bien. Après tout, j'avais parcouru ces sentiers des dizaines de fois. Mon père et moi, nous nous promenions souvent dans ces bois, et à chaque fois, il me racontait des histoires sur le passé, sur le temps où son propre père, mon grand-père, l'obligeait à passer une nuit seul dans cette même forêt. C'était leur rituel familial, un rite de passage, comme il disait. J'ai toujours su que le jour viendrait où ce serait mon tour, mais cette idée ne m'enchantait pas vraiment. Je sentais que ce moment approchait, et plus il se rapprochait, plus la tension montait en moi. « Il est temps de devenir un homme, mon fils », me dit mon père avec un grand sourire, en me préparant quelques affaires essentielles dans mon sac à dos. Pour lui, cela semblait être une plaisanterie, mais, pour moi, c'était une affaire sérieuse. Cette nuit, ce sera toi et la forêt. Tu y arriveras. Je ne me sentais pas prêt. À chaque instant, je pensais à renoncer, à dire que je n'étais pas prêt pour cela. Mais je savais que mon père était passé par là, et avant lui, son père, et que c'était une tradition familiale, quelque chose qu'on ne pouvait pas briser. Et dans notre famille, les traditions avaient une grande importance. C'est ainsi que je me suis retrouvé là, sur le perron, avec mon sac à dos sur l'épaule, et le cœur battant si fort que j'avais l'impression de l'entendre dans ma gorge. Je fixais la forêt, qui soudain semblait beaucoup plus sombre et profonde que jamais. La forêt que je connaissais depuis toujours était devenue un endroit étranger et inhospitalier. Ma mère, toujours inquiète, s'approcha, me donna un baiser sur le front et me murmura de faire attention. Je savais qu'elle s'inquiétait plus qu'elle ne voulait le montrer. Puis mon père est venu. Il m'a donné une tape amicale dans le dos, comme il le faisait toujours pour me donner du courage. « Fais juste attention aux coyotes », plaisanta-t-il, bien qu'il y ait dans ses yeux un éclat qui me mit mal à l'aise. J'avais l'impression qu'il le pensait au moins à moitié sérieusement. Le sentier qui descendait vers le canyon derrière la maison n'était pas vraiment loin. Je l'avais parcouru des centaines de fois, je connaissais chaque tournant, chaque arbre qui bordait le chemin. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais seul. Et le chemin que je connaissais si bien semblait totalement étranger. L'air était plus lourd, comme si l'obscurité commençait déjà à s'immiscer entre les arbres. Il faisait encore jour, juste assez pour voir les arbres de l'autre côté du chemin, mais leurs branches ressemblaient à des doigts osseux tendus, prêts à attraper quiconque s'approcherait trop près. J'avais une lampe de poche, mais je ne voulais pas l'utiliser encore. J'avais peur de gaspiller les piles, et je savais que je devais économiser la lumière pour plus tard. Et puis, le soleil couchant donnait encore assez de lumière, projetant de longues ombres vacillantes sur le chemin. Le campement où je me dirigeais était à environ 2 kilomètres, situé au bord d'un petit ruisseau, au fond du canyon. C'était un endroit que ma famille utilisait encore parfois, mais cette fois j'allais y être totalement seul. Même si le campement n'était pas loin de chez nous, le fait d'être seul me donnait l'impression d'être au bout du monde. Une fois arrivé sur place, entouré d'arbres et du bruit du ruisseau,
le reste du monde disparaissait. Et cette nuit, j'allais le ressentir pleinement. Le chemin n'était pas difficile. La forêt était pleine de vie. J'apercevais des cerfs au loin et un faucon tournoyait paresseusement dans le ciel. C'étaient des scènes habituelles qui apaisaient un peu mes nerfs. Même lorsque je trébuchais sur une pierre et que je faillis me tordre la cheville, je souris à moi-même. C'était comme un signe que tout était normal, que tout irait bien. Je continuais d'avancer, m'efforçant de ne pas me retourner. Je savais que si je regardais en arrière, ce serait comme admettre que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas prêt pour cela. J'arrivais au camp juste avant la tombée de la nuit. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances de violet, de rose et d'orange. La clairière où se trouvait le campement était telle que je m'en souvenais, calme et immobile. Au centre, il y avait un cercle de pierres pour le feu, et autour, les arbres se dressaient comme des gardiens silencieux. Je déposai mon sac à dos et commençai à chercher du bois pour le feu. Je sentais mon cœur se calmer. Cette routine, ces gestes familiers, commençaient à m'apaiser. Pendant que je ramassais du bois, j'eus un moment pour réfléchir à ce qui m'attendait cette nuit-là. J'allais la passer seul, sans ma famille, sans aucun soutien. C'était une épreuve que je devais surmonter pour prouver que j'étais devenu adulte. Je savais que ce serait difficile, mais je ne m'attendais pas à ce que le sentiment de solitude soit aussi fort. La forêt autour de moi, qui pendant des années avait été un terrain de jeu et d'aventure, était soudain devenue quelque chose de mystérieux et d'imprévisible. Chaque bruissement, chaque son semblait plus fort, et les ombres dansantes autour du feu faisaient apparaître la forêt vivante. Le feu que j'avais allumé dégageait une chaleur modeste mais réconfortante. La chaleur était apaisante, et le crépitement des flammes rompait le silence troublant de la forêt. Alors que les flammes dansaient, projetant des ombres sur les arbres, j'essayais de me détendre, mais la tension ne me quittait pas. Le dîner était simple, des haricots en conserve et des saucisses grillées sur le feu. D'habitude, j'adorais cette simplicité, mais ce soir-là, malgré mes efforts pour me convaincre que j'avais faim, mon corps ne semblait pas vouloir coopérer. La saucisse que je tenais dans ma main était à peine entamée, et les haricots avaient refroidi. Je me forçais à manger, essayant d'ignorer l'anxiété qui montait en moi. Je savais que la nuit serait longue, et quelque chose dans l'air me disait que je ne pourrais pas me détendre. Le silence était étrange. D'habitude, les forêts étaient pleines de vie, le bruissement des feuilles agitées par le vent, le chant des oiseaux, les bruits des petits animaux fouillant dans les sous-bois. Mais ce soir, c'était différent. Il faisait trop silencieux. Aucun oiseau, même pas le moindre souffle de vent. Il n'y avait que moi et le feu, dont le crépitement était le seul bruit dans ce paysage mort. Le silence était si épais qu'il commençait à m'étouffer, presque à m'oppresser. Puis soudain, du fond de la forêt, j'entendis un bruit, le craquement d'une branche. Cela brisa le silence comme un coup de feu. Le bruit résonna parmi les arbres. Je me figeai sur place, et ma main, qui tenait la saucisse, retomba mollement. Le morceau de saucisse glissa de mes doigts et tomba sur le sol. Mes yeux se tournèrent automatiquement dans la direction d'où venait le bruit, mais au-delà du cercle de lumière projeté par le feu, je ne vis rien. La forêt semblait impénétrable. L'obscurité dense avalait tout ce qui était hors de ma vue. Il se passa un moment où mon cœur battait de plus en plus vite et mes sens étaient en alerte maximale. Je me disais que cela pouvait être un animal, peut-être un cerf ou une petite créature cherchant de la nourriture. Mais avant que je puisse me calmer, j'entendis à nouveau le bruit, cette fois plus proche. Une autre branche craqua et l'écho de ce bruit semblait se rapprocher de moi. Mon cœur battait si vite maintenant que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'étais tendu comme une corde, prêt à fuir, bien que je n'aie nulle part où aller. C'est alors que je les vis. 2 silhouettes se déplaçaient lentement entre les arbres, à la lisière de mon champ de vision. Au début, ce n'étaient que des ombres, comme des fantômes glissant dans la forêt. Je les fixais, pétrifié par la peur, et je me demandais si mon esprit ne me jouait pas des tours. Ils n'avaient pas de lampe, pas de sac à dos, aucun équipement qui aurait suggéré qu'ils étaient là pour une excursion. Ils ressemblaient à 2 silhouettes sombres, un homme et une femme,
se déplaçant silencieusement à travers les broussailles denses, presque comme s'ils flottaient. J'essayais de distinguer leurs visages, mais ils étaient trop loin, hors de la portée de la lumière du feu. Cependant, un détail attira mon attention. L'homme tourna la tête vers moi, et dans la lumière du feu, ses yeux brillèrent. Ce qu'il fit ensuite fit presque arrêter mon cœur. Il leva lentement la main et posa un doigt sur ses lèvres, faisant un geste qui ne laissait aucun doute. Silence, comme s'il voulait me dire de ne pas parler. C'était un geste qui, dans cette situation, faisait plus peur que n'importe quel mot. Chut. Je restais figé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. J'étais paralysé par la peur, les regardant disparaître dans l'obscurité aussi silencieusement et soudainement qu'ils étaient apparus. C'était comme s'ils n'avaient jamais été là, et je me demandais si je les avais vraiment vus. Ma gorge était sèche, mes mains tremblaient, alors que je tendais la main vers la lampe de poche posée à côté de moi. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à appuyer sur l'interrupteur. Quand enfin le faisceau de lumière traversa les ténèbres, je fixai la forêt, mais je ne vis rien. Rien que des arbres qui se balançaient doucement dans le vent, comme si rien ne s'était passé. Tous mes instincts me criaient de tout emballer et de rentrer chez moi immédiatement. Mais quelque chose me retenait. Peut-être était-ce la fierté ou la peur d'admettre que je n'étais pas prêt pour cette épreuve. Je serrai les dents et décidai de rester. Même si mon cœur battait à tout rompre et que mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer les pires scénarios, je restais là, près du feu, essayant de me convaincre que rien ne s'était passé. 1 heure passa, peut-être même 2. Je restais à fixer les flammes, essayant de me persuader que ce que j'avais vu n'était qu'un produit de mon imagination. Peut-être que c'était une ombre. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un animal qui s'était déplacé dans la forêt et qui avait créé une illusion d'optique. Mais plus le temps passait, plus il m'était difficile d'y croire. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Ces silhouettes étaient toujours là. Peut-être qu'elles se tenaient juste à la limite de la lumière du feu, cachées dans l'obscurité, me regardant, attendant. Le temps semblait s'écouler lentement. Le feu se consumait peu à peu, et j'étais à bout de force. Quand je décidai enfin d'aller dormir, il était déjà tard. Je m'enroulai dans mon sac de couchage à l'intérieur de la tente, laissant le feu à l'extérieur, à peine incandescent. La chaleur dans la tente était agréable, et la fatigue de la journée de randonnée et la tension des dernières heures commençaient à m'accabler. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes, et mon corps commençait enfin à se détendre. Pendant un instant, j'eus l'espoir que je finirais par m'endormir, que la fatigue l'emporterait enfin sur la peur, et c'est alors que je le vis, une ombre, projetée sur la paroi de ma tente se déplaçant lentement autour du campement. C'était une forme sombre et distincte, quelqu'un qui se déplaçait juste à côté de la tente, presque sans bruit. Mon souffle se coupa dans ma gorge et mon cœur se mit à battre plus vite que jamais. Cette ombre était grande, de forme humaine, mais je ne pouvais pas en voir plus. Elle se déplaçait lentement, calmement, comme si elle savait que je n'avais nulle part où fuir. Elle se tenait juste de l'autre côté de la mince couche de nylon qui me séparait d'elle. Je retins mon souffle, essayant de ne faire aucun bruit. Je tentais de me convaincre que c'était peut-être seulement l'ombre d'un arbre, agité par le vent. Mais je savais que c'était un mensonge. Quoi ou qui que ce fût, il était là, juste à côté. Il se déplaçait, et j'étais paralysé par la peur, priant en silence pour qu'il ne tente pas d'entrer. Dans ma tête, les pires scénarios défilaient, mais j'étais trop terrifié pour faire quoi que ce soit d'autre que de rester immobile. L'ombre se déplaça plus loin, disparaissant de mon champ de vision. Mon corps était toujours tendu, mon cœur battait la chamade. Je savais que cette nuit ne se terminerait pas bien. Quiconque c'était, l'ombre continuait de tourner autour de la tente, toujours en mouvement, mais sans jamais s'en approcher davantage. C'était étrange, presque comme si quelque chose ou quelqu'un écoutait, mais ne voulait pas de contact direct. Pendant un moment, je pensais qu'il s'était éloigné, mais alors l'ombre s'arrêta juste à côté de la tente, comme suspendue. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, et mes mains commencèrent à trembler. Je n'avais pas d'autre choix.
Il fallait que je sache qui ou quoi c'était. Mes mains, tremblantes de terreur, se tendirent vers la lampe de poche. J'essayais de maîtriser ma peur et ma panique alors que j'appuyais sur l'interrupteur, et la lumière dissipa l'obscurité autour de moi. Le bruit du zip de la tente résonna bruyamment dans ce silence de mort, et je me précipitai à l'extérieur, prêt à faire face à ce qui pouvait se tapir dans l'ombre. Mon cœur battait à tout rompre, l'adrénaline coulait dans mes veines, et dans ma tête, les pires scénarios défilaient. La terreur se mêlait à la détermination. Je ne pouvais plus fuir, je devais faire face. Et c'est alors que je le vis. Il était accroupi dans les buissons, me regardant avec un sourire large et malicieux. C'était mon père. Son visage affichait un air de triomphe, comme s'il venait de remporter une bataille personnelle. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lampe torche, et les coins de sa bouche se relevaient encore plus lorsqu'il lâcha un « Je t'ai eu » amusé. Pendant un instant, je ne pouvais pas croire que c'était lui. Mon corps était tellement tendu que j'avais besoin de quelques secondes pour comprendre ce qui venait de se passer. Un soulagement m'envahit comme une vague, relâchant les muscles tendus à l'extrême. Je sentais mon corps vouloir s'effondrer au sol. Je ne pouvais pas croire que tout cela n'était qu'une farce, que cette peur qui m'avait paralysé n'était qu'un tour de mon père. Pendant un moment, j'étais furieux qu'il m'ait mis dans cette situation, qu'il m'ait laissé croire que j'étais en danger réel. Mais peu après, la colère laissa place au rire. J'étais trop soulagé, trop reconnaissant de ne pas être en danger réel pour lui en vouloir longtemps. Je n'arrive pas à y croire, haletai-je, riant nerveusement. Tu m'as vraiment fait peur. Mon père souriait toujours, victorieux. Mon père m'a fait exactement la même chose quand j'avais ton âge. Ça fait partie de la tradition. Je savais que mon père adorait ces rituels familiaux, ces petites épreuves de courage qui étaient censées nous apprendre à être forts, à affronter nos peurs. Mais cette farce, eh bien, elle dépassait toutes les attentes. Je lui racontais alors les silhouettes que j'avais vues plus tôt, les deux formes qui avaient glissé entre les arbres, et cet homme qui m'avait fait signe de me taire. Au fur et à mesure que je racontais, le sourire de mon père s'effaçait lentement, et l'expression de son visage devenait de plus en plus sérieuse. Au début, je pensais qu'il allait éclater de rire, qu'il allait dire que c'était le fruit de mon imagination, mais ce ne fut pas le cas. Plus je racontais, plus je voyais quelque chose changer dans ses yeux. Son sourire disparut, remplacé par une tension. Je savais que quelque chose l'inquiétait. « Quelque chose ne va pas », dit-il après un moment, en regardant dans la direction de la forêt. « J'ai vu des traces en venant ici. Ça pourrait être des chasseurs, mais je ne suis pas sûr. On ferait peut-être mieux de rester debout encore un peu, voir ce qui se passe. » Son sérieux provoqua en moi une vague d'inquiétude. Jusqu'à présent, je pensais que tout faisait partie du plan, mais en voyant à quelle vitesse son attitude changeait, je compris que quelque chose l'avait troublé. Mon père n'était jamais du genre à perdre son calme facilement, et maintenant, en le regardant, je savais que quelque chose devait vraiment clocher. Il sortit 2 bouteilles de bière de son sac à dos. J'avais tout prévu. Je voulais qu'on passe la nuit tranquillement, mais maintenant, mieux vaut rester sur nos gardes. Nous nous assîmes près du feu, les flammes vacillant, projetant des ombres irrégulières sur les arbres environnants. Le silence dans la forêt était presque palpable, seulement brisé par le crépitement du feu. La forêt qui auparavant semblait pleine de mystères et d'ombres, semblait maintenant carrément morte. Le feu n'éclairait qu'une petite portion du monde autour de nous, et l'obscurité au-delà de ce cercle était impénétrable. Nous restâmes là un long moment, à parler de tout et de rien. Mon père me raconta des histoires de son enfance, de ses aventures dans la forêt avec mon grand-père. Il aimait toujours partager ses récits, comme s'ils faisaient partie d'un héritage familial qui devait être transmis. Mais même alors que l'atmosphère devenait un peu plus légère, je voyais que mon père restait vigilant. Ses yeux continuaient de jeter des coups d'œil vers les arbres, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se produise. Les heures passèrent, et la nuit semblait durer une éternité. Chaque craquement du feu, chaque bruissement léger du vent me mettait sur les nerfs. Il y avait quelque chose de différent dans cette forêt. Mais malgré nos craintes, rien ne se produisit. Pas de silhouettes mystérieuses, pas de bruits étranges. Juste nous,
le feu et la forêt, qui étaient redevenues silencieuses. Ou peut-être était-ce le même silence qui me semblait maintenant moins terrifiant, parce que mon père était là avec moi. Le lever du soleil fut pour moi une délivrance. Lorsque les premiers rayons de lumière commencèrent à percer l'obscurité, je sentis la tension dans mon corps commencer à se relâcher. Nous étions restés vigilants toute la nuit, mais à mesure que le soleil se levait, je savais que les peurs nocturnes s'évanouiraient avec l'obscurité. Nous rassemblâmes nos affaires en silence, éteignîmes le feu et plions le campement. Il n'y avait aucun signe que quoi que ce soit de surnaturel s'était passé cette nuit-là. La forêt semblait comme toujours, ordinaire et paisible, baignée par la lumière chaude du matin. Cependant, même si le soleil illuminait maintenant pleinement notre chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule. À chaque pas, j'avais l'impression de revoir ces silhouettes silencieuses qui avaient glissé à travers la forêt, qui semblaient presque irréelles. Mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. La forêt restait vide, les buissons immobiles, et tout avait l'air parfaitement normal. Sur le chemin du retour à la maison, nous restâmes silencieux et le silence entre nous était lourd. Lorsque nous arrivâmes enfin à la maison, mon père sourit à nouveau, cette fois plus naturellement. Il recommença à plaisanter sur la façon dont il m'avait effrayé, sur la manière dont il s'était faufilé pour me jouer ce tour. Je voyais combien cela l'amusait de raconter ce qu'il avait fait. Mais chaque fois qu'il revenait sur cette histoire, je voyais quelque chose de plus dans ses yeux. Il y avait une ombre de doute, quelque chose qui suggérait que tout ne s'était peut-être pas passé comme prévu. C'est vrai, il continue de rire lorsqu'il évoque cette nuit-là, et il dit souvent que c'est l'une de ses anecdotes préférées. Mais chaque fois qu'il raconte cette histoire, je vois ce même doute dans ses yeux. Il y a en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une ombre d'inquiétude qui révèle qu'il sait, tout comme moi, que cette nuit-là, nous n'étions pas seuls. Quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'avons jamais compris, se tapissait dans l'obscurité. Et même si je peux maintenant en parler en souriant, cette nuit-là m'a appris une chose. Dans la forêt, on n'est jamais vraiment seul. Peut-être que nous ne l'avons jamais été.